Voilà, bonjour à tous. Je vous souhaite le bienvenue au nom d'Atensia à ce webinaire Restructuration, stratégie intelligente RH et bien-être en période de crise. Nous serons deux à présenter ce webinaire aujourd'hui. Ma collègue Cosima Leccheri, qui est conseillère en prévention aspects psychosociaux, se penchera sur l'aspect bien-être et l'impact humain de restructuration en temps de crise. Et moi-même, Nathalie Lucas, je suis juriste en droit du travail. Je me pencherai sur les aspects juridiques d'une telle restructuration. Alors, en guise d'introduction, et comme je viens de l'indiquer, ce webinaire se déroulera en deux parties. Donc, la première partie sera axée sur les aspects RH et juridiques. Donc, que faire pendant la crise Corona si on connaît en tant qu'employeur une baisse des flux de trésorerie ou un manque de travail? Quels sont les moyens judicieux pour faire face à la crise? Et nous allons apporter une attention particulière à la réorganisation. La deuxième partie qui sera prise en compte par ma collègue Cosima se penchera sur le well-being, le bien-être des employés, des travailleurs lors d'une telle restructuration d'entreprise. Il sera très important d'avoir une approche humaine, de donner des conseils généraux sur la réorganisation d'un point de vue psychosocial et comment apporter de mauvaises nouvelles à ces travailleurs. Et bien entendu, il y aura une interaction nécessaire entre cette partie juridique, la partie RH et le well-being, le bien-être, qui sera inévitable pour mener à bien une telle restructuration. Parcourons d'abord l'agenda du webinaire. Nous allons d'abord, pour la partie juridique, voir comment réaliser des économies et éviter de devoir licencier. Puis vérifier s'il y a effectivement un manque de travail, quelles sont les options possibles pour atténuer les conséquences d'un tel manque de travail. Et en dernier ressort, si le manque de travail a pour conséquence qu'une restructuration s'impose, quelles seront vos obligations sur le point de vue juridique? Alors, comme introduction, l'année dernière, personne n'aurait pu prévoir la tournure qu'allait prendre 2020. L'impact, comme vous le savez, l'impact de la crise du coronavirus sur l'économie est non négligeable et nous constatons au sein d'Atensia que plusieurs employeurs, tous secteurs confondus, font tout leur possible pour absorber le mieux l'impact de cette crise sur leurs collaborateurs et sur leur cash flow, tant sur de la partie juridique que l'impact humain. Et il existe effectivement plusieurs façons intelligentes pour survivre à une telle crise et nous ferons donc le plaisir de vous les présenter à l'occasion de ce webinaire. Et donc, comme je disais, ma collègue Cosima veillera également à vous expliquer comment mettre à bien une telle restructuration sans impacter le bien-être des employés. Donc, la question clé est de savoir comment pouvez-vous continuer à motiver vos collaborateurs, vos travailleurs en temps de crise. Nous commencerons par explorer avec vous quelles pistes envisageables existent avant de vous résoudre à licencier. Donc, comment réaliser des économies et éviter de devoir licencier. Une des premières pistes est d'optimiser les coûts, donc d'équilibrer et d'optimiser les rémunérations. La première option est d'introduire un système de rémunération flexible.
Cela veut dire qu'il faut renforcer le rôle des employés dans la détermination de leur package salarial, ce qu'on appelle donc la rémunération flexible ou le plan cafétéria. Et ça revient en fait au principe d'échanger une partie du salaire des employés ou du bonus contre des avantages intéressants. Et c'est une situation qu'on appelle win-win parce que les employés auront un net plus élevé sans que ça n'engendre des coûts supplémentaires pour l'employeur. Et c'est bien l'employeur qui choisit le package, donc il choisit les avantages. Et les possibilités sont vastes. Vous pouvez introduire des warrants, des vélos de société, du matériel informatique, etc. Il y a également la possibilité de réorienter le budget mobilité, c'est une autre possibilité. Et il faut savoir qu'une telle rémunération, l'introduction d'une telle rémunération flexible, ça prend un certain temps, c'est assez complexe, mais ce n'est pas seulement intéressant en période de crise, car comme vous le savez, il y a un war for talent, et donc ça pourrait bénéficier tant aux employés qu'aux employeurs sur le long terme. Voici une première possibilité d'optimiser les coûts de votre société. La deuxième est l'optimisation du bonus. Si vous accordez un bonus, si vous octroyez un bonus classique à vos employés, ils conserveront 32,3% de son coût brut. Et dans une optique donnant-donnant, nous pensons que optimiser le bonus peut réduire les coûts, optimiser les coûts d'une société, d'un employeur, car le net pour les employés sera plus conséquent et il y aura comme conséquence une gestion des coûts efficace. Une optimisation de bonus se fait par exemple par le biais de warrants, de bonus d'assurance groupe, de primes bénéficiaires ou d'avantages non récurrents liés aux résultats, donc la CCT 90. Il n'y a pas seulement la possibilité d'optimiser les coûts, mais également d'affecter ses collaborateurs d'une manière optimale, donc l'optimisation du personnel. Donc, une première possibilité est d'introduire un système d'heures supplémentaires volontaires. Si vous avez beaucoup de travail en même temps, mais que vous voulez ou que vous êtes quand même obligé de réduire les coûts, il sera possible d'introduire un tel système, car les heures supplémentaires classiques sont très onéreuses, sont payées à 150% et voire même plus les jours fériés ou les dimanches. Et l'introduction d'un tel système d'heures supplémentaires volontaires ne doit pas être justifiée. Donc, vous pouvez introduire ce système en accord avec vos employés et cela ne vous reviendra donc pas plus cher que des heures classiques de travail. Un autre avantage est que les formalités sont réduites, donc l'introduction d'un tel règlement d'heures supplémentaires volontaires est relativement facile. Et donc, n'hésitez pas à nous demander si vous souhaitez plus d'informations quant à ce système de règles supplémentaires volontaires. Vous pouvez également songer à introduire un système un règlement de travail flexible. Si vous avez des pics d'activité plus élevés, moins élevés pendant l'année, vous pouvez introduire un règlement de travail flexible. Et ça a un important avantage pour le planning du travail car vous pouvez augmenter ou diminuer selon les pics d'activité et les heures de travail. De plus, et ça c'est l'avantage le plus important, c'est qu'il n'y aura pas de sursalaire pour les prestations dépassant les limites normales du sursalaire. Pour pouvoir introduire un tel régime de travail flexible, vous aurez deux possibilités. Il y a la petite flexibilité et la grande flexibilité. Et dans un régime de petite flexibilité, vos travailleurs pourront prester maximum 2 heures supplémentaires par jour, avec un maximum de 9 heures par jour, et 5 heures de plus ou de moins par semaine, avec un maximum de 40 heures par semaine. Dans un régime de grande flexibilité, les possibilités seront plus étendues et vos travailleurs pourront travailler jusqu'à 12 heures par jour, sachant que les formalités seront plus complexes que pour la petite flexibilité. Et il est très important de à chaque fois vérifier la réglementation sectorielle. Par exemple, dans la commission paritaire 200 pour les employés,
il y a des règlements sectoriels, il y a une réglementation sectorielle quant à l'introduction d'un travail flexible dans une entreprise. Vous pouvez également songer à réorienter vos collaborateurs, à leur demander d'accepter de nouveaux rôles et de tâches. C'est dans l'optique de miser sur les collaborateurs dont vous disposez déjà. Donc, vous éviterez des licenciements et les frais subséquents et vous encouragerez vos collaborateurs d'actualiser leurs connaissances et leurs compétences et d'accepter de nouveaux rôles. Et ce recyclage de collaborateurs qui travaillent déjà pour votre entreprise est souvent plus avantageux que la recherche d'un profil spécifique. Finalement, nous vous conseillons aussi d'établir une politique efficace en matière d'absentéisme. Les employeurs, ces dernières années, connaissent une hausse de l'absentéisme, tant de courte que de longue durée. Et le terme absentéisme implique également une baisse d'efficacité des collaborateurs sur le lieu de travail même. Donc, ça ne couvre pas seulement les collaborateurs qui sont absents pour incapacité de travail, mais également les collaborateurs qui viennent travailler, mais qui connaissent une baisse d'efficacité sur le lieu de travail suite à des problèmes physiques et mentaux. Et certainement, vu la crise du coronavirus, le niveau de stress est beaucoup plus élevé. Par contre, via une politique efficace en matière d'absentéisme, vous pouvez réduire ce problème et miser sur le bien-être de vos collaborateurs. Et donc, comme je le disais, Atensia peut vous aider à établir une politique efficace en matière d'absentéisme, ce qui rendra vos collaborateurs en meilleure santé et plus motivés, et tandis que vous éviterez beaucoup de frais directs et indirects en tant qu'employeur. Finalement, il y a toute une panoplie d'autres solutions que vous pouvez introduire avant de songer à des licenciements en temps de crise économique. Par exemple, recourir au travail à temps partiel, éventuellement renégocier les conditions salariales. Vos travailleurs seront peut-être disposés à renégocier leurs conditions si l'alternative serait une restructuration avec licenciement. Vous pouvez également songer à faire appel à des étudiants, des indépendants freelancers ou des intérimaires. Il est également possible, si vous avez un surplus de travailleurs avec des connaissances très spécifiques, de les mettre à disposition d'un autre employeur, sachant que la réglementation sur la mise à disposition est très stricte et strictement réglementée, donc ça ne se fait pas sans suivre une certaine procédure. Et une dernière option, ce serait de signer, au lieu d'offrir des contrats à durée indéterminée, de recourir à des contrats à durée déterminée. En plus de mesures qui pourraient réduire le coût, optimiser le personnel, il y a également les mesures de soutien temporaire qui atténuent l'impact économique Corona. Et ces mesures gouvernementales de soutien ont été introduites tant sur le plan fédéral que régional. Et nous avons repris une liste d'exemples que vous connaissez certainement. Il y a eu le chômage temporaire Corona, donc sur base d'une procédure beaucoup plus souple qu'on ne connaissait avant. Il y a également le report du paiement à l'ONSS, mais également la possibilité de demander un plan de paiement amiable des sommes dues à l'ONSS, un report du paiement des charges fiscales, etc. Et Atensia peut également, pour tout ce qui est mesures de soutien temporaire, vérifier si vous avez droit à ces mesures. Sachant que le chômage temporaire, depuis le 1er septembre 2020, le chômage temporaire Corona est limité aux secteurs et entreprises particulièrement touchés. Mais n'hésitez pas à nous le demander si vous voulez vérifier si vous tombez sous le champ d'application de ce nouveau régime de chômage temporaire. Donc, comme je le disais, Atensia pourra déterminer avec vous comment votre entreprise peut optimiser ses coûts, son personnel, ainsi que les mesures de soutien envisageables. Si maintenant vous vous trouvez face à un manque de travail, il y a différentes options que vous pouvez introduire ou introduire dans votre société.
Le premier, donc, comme je le disais, le chômage temporaire. C'est donc un chômage temporaire pour raison économique ou pour force majeure. En période de crise Corona, cette réglementation a été rendue plus flexible et pour certains employeurs, cette flexibilité a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2020. Nous avons organisé un webinaire chômage temporaire la semaine dernière. N'hésitez pas à nous demander ce webinaire qu'on pourra vous envoyer ou même l'enregistrement qui est disponible sur Internet. Et donc, Atensia pourra vérifier si votre société peut faire appel au chômage temporaire, tant le chômage temporaire Corona que le chômage temporaire classique, qui sera différent pour les ouvriers et pour les employés. Vous pouvez également demander à vos employés de prendre leur jour de congé. Si le chômage temporaire n'est pas possible, bien entendu, ça doit se faire de commun accord. Vos employés, vos travailleurs devront être d'accord de bien vouloir prendre leur jour de congé. Mais on pourrait penser à la prise de jour de congé, au jour RTT et éventuellement même à un congé parental. Il existe également différentes options complémentaires dans le cadre de la crise du coronavirus. Le congé parental Corona, emploi de fin de carrière Corona et le crédit temps Corona. Donc, vous pouvez éventuellement proposer ces différentes options complémentaires à vos employés si ceux-ci tombent sous le champ d'application de ces régimes différents de congés Corona. Maintenant, malgré toutes ces options, vous vous voyez en tant que société, en tant qu'employeur, contraint de procéder à des licenciements à cause de difficultés économiques, il sera très important de tenir en compte qu'il y a différentes modalités en cas de licenciement en cas de difficultés économiques, mais également qu'il est important d'aborder la situation correctement en tant qu'employeur. Non seulement sur le plan juridique, mais également tenir en compte l'impact humain. Mais donc sur le plan juridique, il est très important de faire attention aux exigences légales en termes de forme et de contenu pour toute forme de licenciement. Et donc, comme vous le savez probablement, il existe différentes formes de licenciement individuels. La résiliation d'un contrat durée indéterminée avec préavis ou avec indemnité de préavis, la fin d'un contrat durée déterminée ou pour un travail nettement défini avant ou à la fin de la date déterminée ou au délai nécessaire pour conclure le travail. Et il y a aussi la possibilité de mettre un terme à un contrat de travail de commun accord. C'est possible à tout moment et pour tout type de contrat de travail. Je vous fais grâce de toutes les procédures en termes de forme et de contenu qu'il faut suivre si vous songez à procéder à un licenciement individuel, mais sachez donc qu'il sera très important pour mener à bien un tel licenciement d'aborder la situation correctement. Un point d'attention qui est très important en cas de licenciement, il y a une nouvelle loi qui a été votée récemment qui a tranché la question de la suspension du délai de préavis et le Covid-19. C'est la loi du 15 juin 2020. Vous verrez que les deux premiers points, je les ai mis en gris parce qu'en fait, ce n'est plus d'actualité. C'était des mesures qui prenaient fin au 22 juin. Mais pour tout délai de préavis qui prend cours à partir du 1er mars 2020 ou qui n'a pas encore pris fin au 22 juin 2020, les jours de chômage temporaire force majeure Corona à partir du 22 juin 2020 suspendent le délai de préavis. Donc avant cette loi, le délai de préavis n'était pas impacté par les jours de chômage temporaire force majeure et donc n'était pas suspendu. Mais depuis cette loi, c'est bien le cas. Donc il faut en tenir compte que si vous licenciez un employé, un travailleur avec préavis, que les jours de chômage temporaire auront un impact sur ce préavis.
Une question qu'il faut à chaque fois se poser, c'est de savoir si vous pouvez licencier le travailleur en question. Il faut accorder une attention particulière aux travailleurs protégés. Par exemple, les travailleurs protégés à cause de leur candidature aux élections sociales, les membres du comité d'entreprise, du conseil d'entreprise, pardon, du CPPT, les délégués syndicaux, etc., bénéficient d'une protection absolue. Donc là, la procédure à suivre est très stricte et très rigoureuse. Le risque financier est élevé. Il y a également toute une série de travailleurs protégés à cause de congés thématiques, le congé parental d'un créditant. Enfin, la liste est longue, mais donc il faut à chaque fois vérifier si votre travailleur est protégé contre les licenciements ou non, car ne pas respecter les procédures qui s'en suivent pourrait coûter très cher à l'entreprise. Par ailleurs, il existe depuis la CCT 109 une obligation de motiver le licenciement. Donc, tout travailleur a le droit de connaître les motifs concrets qui ont conduit à son licenciement. Et cette demande doit être introduite formellement par le travailleur si l'employeur ne l'a pas communiqué de manière spontanée. Et si le travailleur est d'avis que ce licenciement était manifestement déraisonnable, donc pas lié aux compétences du travailleur ni à des raisons économiques, mais basé sur des raisons qui sont déraisonnables, l'indemnité qui pourrait s'en suivre est de 3 à 17 semaines de rémunération et elle est fixée ex aequo et bono par les juges selon la gravité du licenciement manifestement déraisonnable. Et donc, il faudra, à chaque fois que vous procédez à un licenciement, bien se constituer un dossier qui prouve que vous licenciez dans ce cas de figure pour raisons économiques. Donc, en conclusion, pour mener un licenciement à bien, il faut mieux faire appel à un partenaire tel qu'Atensia. Nous pouvons vérifier pour vous si toutes les démarches sont effectuées conformément aux règles en vigueur et nous pouvons vous conseiller si nécessaire. Maintenant, le manque de travail pourrait aussi mener à une restructuration plus importante de votre société et à des licenciements multiples. Il y a différentes formes de licenciement collectif dans le sens qu'il y a différentes lois qui s'appliquent en cas de licenciement collectif. Il y a le licenciement collectif au sens de la loi Renault que tout le monde connaît, donc la CCT numéro 24. Il y a le licenciement collectif qui est également mentionné dans la CCT numéro 9 qui parle des compétences du conseil d'entreprise. Donc le conseil d'entreprise, s'il y en a un, aura aussi un impact et son mot à dire en cas de licenciement collectif. Il y a également le licenciement collectif au niveau sectoriel. Donc, il faut à chaque fois vérifier si au niveau des secteurs, il y aurait des règles plus contraignantes en cas de licenciement collectif. Par ailleurs, il y a différents seuils à vérifier pour savoir si on tombe sous le champ d'application d'un licenciement collectif, tant sur au niveau de la procédure qu'au niveau des indemnités et au niveau de la politique d'activation. Mais le fil rouge est qu'une concertation sociale sera toujours requise si la législation sur le licenciement collectif s'applique. Quant à la procédure de la loi Renault, donc le licenciement collectif véridique au sens de la CCT 24 et de la loi Renault, les seuils sont les suivants. Donc, si vous avez une société de 300 ou plus employés, le nombre de licenciements durant une période de 60 jours qui aura pour conséquence que la législation sur les licenciements collectifs s'applique est de 30. Une société qui a entre 100 et 300 employés devra respecter la législation sur les licenciements collectifs à partir d'un nombre de licenciements de 10% du effectif durant une période de 60 jours. Et pour les plus petites entreprises, entre 20 et 100 employés, il suffit qu'il y ait 10 licenciements dans une période de 60 jours. Et pour les entreprises de
de moins de 20 employés, de moins de 20 travailleurs, la législation ne s'appliquera pas. On tient compte d'une moyenne des travailleurs employés au cours de l'année civile précédente du licenciement collectif, calculé sur base des déclarations par trimestre auprès de l'ONSS. Donc, si vous voulez vérifier si la législation sur les licenciements collectifs s'applique en 2020, il faudra vérifier la moyenne des travailleurs employés au cours de l'année 2019. La notion de travailleur licencié, donc pour savoir si vous tombez sous le champ d'application de la législation licenciement collectif, donc si vous avez licencié, si vous avez atteint le seuil pendant une période de 60 jours, il faut prendre en compte tous les licenciements, sauf ceux pour motifs graves, car ceux-ci ne sont par définition pas liés à des motifs économiques. Et ça doit être pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des travailleurs. Donc, la règle de base est toujours de vérifier si c'est bien un licenciement qui est lié à une situation économique, donc à une restructuration pour atténuer un impact économique sur l'entreprise. Il s'agit de licenciements pour motifs économiques et techniques au sens large, donc ça inclut également l'RCC, donc le régime de complément d'entreprise, l'ancienne prépension, mais également les ruptures prématurées de contrats pour durée déterminée ou pour un travail nettement défini. La date de notification est prise en compte, mais également les actes équivalents à rupture. Et les actes équivalents à rupture, c'est par exemple si vous avez engagé un travailleur dans un certain rôle et vous décidez unilatéralement de l'affecter à un autre rôle, ça pourrait avoir pour conséquence un acte équivalent à rupture, donc un acte qui sera considéré comme un licenciement. Le nombre de licenciements est toujours vérifié au niveau de l'unité technique d'exploitation, donc pas seulement au niveau de l'entité juridique, mais pourrait également être vérifié au niveau d'un département. Donc, si vous décidez de fermer un département, par exemple l'outsourcing d'un département informatique, même si au niveau de l'UTE, ça ne représente pas, par exemple, 10% des effectifs, le seuil sera vérifié au niveau du département. Donc, il faut toujours bien vérifier si vous tombez sous le champ d'application d'un département au sens de la législation sur le licenciement collectif. On a repris un résumé de la loi Renault. Il y a différentes phases. Si la loi Renault s'applique, vous devez d'abord communiquer votre intention de procéder au licenciement collectif aux représentants du personnel. Donc, ça peut être le conseil d'entreprise, mais à défaut, la délégation syndicale et à défaut, le CPPT. Puis, il y aura une phase d'information et de consultation dont le délai n'est pas fixé par la loi, mais vous devrez, en tant qu'employeur, remettre un document écrit dans lequel vous reprenez tous les renseignements utiles. Vous devez écouter les remarques et faire suite aux remarques et suggestions des représentants du personnel. Et il y aura aussi toute une série de notifications externes auprès des services régionaux d'emploi, mais également du SPF emploi, etc. Donc, c'est quand même une procédure assez complexe et assez rigoureuse à suivre. Et une fois que cette phase d'information et consultation a été clôturée, il y aura une période que nous appelons une période de cooling off, pendant laquelle aucun licenciement ne pourra intervenir. C'est une période de en principe 30 jours et les partenaires sociaux et l'employeur c'est pas une obligation légale, mais il y a quand même une sorte de coutume de convenir d'un plan social qui reprend les possibilités, enfin les droits et les obligations des travailleurs, mais également souvent des avantages additionnels pour les travailleurs, par exemple une indemnité une indemnité de préavis plus élevée, un reclassement plus élevé que ce qui est prévu par la loi. Enfin, un tel plan social peut contenir une vaste série de mesures avantageuses pour les travailleurs.
Mais donc, pendant ces 30 jours, l'employeur est tenu de convenir d'un tel plan social. Une fois que ces 30 jours sont terminés et que le plan social a été convenu, a été négocié, vous pouvez en tant qu'employeur procéder au licenciement et vous aurez une obligation de payer certaines indemnités à vos travailleurs. Il y a une indemnité pour cause de licenciement collectif. Il y a également une indemnité de reclassement, mais qui est imputée sur les indemnités de préavis. Et éventuellement, vous devrez payer alors le solde de l'indemnité de préavis. Mais n'hésitez pas à nous poser des questions à ce sujet. C'est très, cet aperçu est très high level, mais si vous avez des questions plus spécifiques, n'hésitez pas à nous les demander. Pour ce qui est des indemnités, pour cause de licenciement collectif, vous verrez qu'il y a un seuil différent que celui repris dans la loi Renault. Il faudra vérifier au niveau de l'UTE si ça s'applique ou non. Il y aura aussi des règles à suivre en cas de complément d'entreprise. Et ces indemnités seront dues uniquement en cas de congé avec préavis ou une indemnité de préavis d'au moins 7 mois. Elle sera payée pendant 4 mois au maximum et cela dépendra de la durée du délai de préavis. Et comme vous voyez, dès que la durée du délai de préavis est de 7 mois ou plus, l'indemnité sera différente. Elle n'est pas cumulable avec l'indemnité de fermeture ou d'autres avantages. Il y a également une obligation dans le cadre d'un licenciement collectif de reclassement, également avec des seuils différents. Et ce reclassement s'effectue sous la supervision de la cellule pour l'emploi et le paiement d'une indemnité de reclassement est de 3 à 6 mois de salaire, mais elle est imputée sur l'indemnité de préavis. En cas de fermeture d'entreprise, il y aura d'autres, il y a une législation très spécifique en cas de fermeture d'entreprise. Donc, dès que plus de 75% du personnel qui avait été employé au cours des 4 trimestres précédents est licencié, on parle d'une fermeture d'entreprise. Et il se peut que les deux concepts, donc le concept de licenciement collectif et le concept de fermeture d'entreprise s'appliquent en même temps. Et donc, il faudra dans ce cas tenir compte du fait qu'il faudra appliquer les deux réglementations en même temps. Finalement, on peut aussi parler de licenciements multiples. Ce sont donc des licenciements qui ne tombent pas sous les seuils prévus par la loi sur le licenciement collectif ou la fermeture d'entreprise, mais qui peuvent, c'est un concept sectoriel, donc il faut à chaque fois vérifier dans la réglementation sectorielle si il y a une réglementation spécifique pour les licenciements multiples et quels sont les seuils qui s'appliqueraient dans ce cas. Voilà, en résumé, il faut à chaque fois vérifier les seuils à 3 niveaux, toujours vérifier les dispositions sectorielles et impliquer les partenaires sociaux dans la concertation sociale. En résumé, pour finaliser la partie juridique de cette présentation, il convient d'à chaque fois, si vous devez procéder à des licenciements, d'établir un plan, donc déterminer le nombre de travailleurs concernés, vérifier la législation, donc effectuer un contrôle approfondi de la législation quant aux formalités et ne pas perdre de vue les accords sectoriels, bien suivre les procédures standards et accorder une attention particulière aux travailleurs protégés et aux motifs de licenciement, et finalement demander conseil à un partenaire comme Attentia Legal Partners pour tout ce qui est les aspects liés à l'emploi. Voilà pour ma partie. Je vais passer la parole à ma collègue Cosima. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les demander. De toute façon, cette présentation ainsi que l'enregistrement vous seront envoyés à la fin de ce webinaire. Je vous remercie et donc n'hésitez pas si vous avez des questions.
Voilà. Bonjour et bienvenue à tous et à tous pour la deuxième partie de ce webinaire sur la réorganisation. D'abord, je tiens à remercier nos collègues ressources humaines car le sujet est assez vaste. Et notamment moi ici ma collègue Else Van Bel qui est consultant Wellbeing pour le contenu de cette deuxième partie. Alors, avec ma collègue Nathalie, ben, vous avez vu, on peut dire le quoi. Et nous allons voir, donc nous allons passer en revue l'aspect, on va voir ensemble un aperçu du comment on peut aborder la réorganisation au niveau psychosocial. Donc, c'est-à-dire d'abord, ben, on voit que l'importance d'une approche humaine. Nous allons parcourir quelques conseils généraux sur la réorganisation d'un point de vue psychosocial et aussi voir ben, comment je peux apporter des mauvaises nouvelles. Donc, la réorganisation et l'importance du bien-être. Une réorganisation ben, s'accompagne souvent de conséquences négatives. On a tous entendu parler de la résistance au changement. Les effets indésirables lors de réorganisation sont nombreux et peuvent prendre la forme notamment d'insatisfaction au travail, burn-out, démotivation, conflits. Ils sont très, très nombreux. Une réorganisation a toujours un impact sur les risques psychosociaux, notamment par le sentiment d'insécurité au travail que ça génère, l'augmentation de la pression, et aussi la diminution du soutien social des collègues et de la ligne hiérarchique. En temps de crise, c'est d'autant plus difficile que la période elle est déjà stressante et que notre pouvoir de résistance est mis sous pression et à rude épreuve. Et d'autant plus l'insécurité de l'emploi, vous allez voir qui revient, ben là ça devient un élément central. Une réorganisation, ce n'est pas toujours négatif. Elle peut dépendre notamment de l'expérience professionnelle antérieure, des forces ou des ressources personnelles que l'on a, de ce que l'on a appris en tout cas à mettre en place pour y faire face. Et le processus de réorganisation joue un rôle. Et donc, ça veut dire qu'en tant qu'organisation ou en tant qu'employeur, vous pouvez atténuer les conséquences négatives en mettant également le bien-être à l'ordre du jour, en vous concentrant sur les sources de motivation et en prêtant une attention particulière au comment du changement, c'est-à-dire de voir l'approche humaine du processus. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, vous allez voir, on va voir les trois phases clés d'une réorganisation, le avant, le pendant et l'après. Vous voyez que c'est un processus qui est linéaire, mais également qui est en continu parce que ça se rejoint. Alors, pour avant que la réorganisation proprement dit, là, l'importance va être de mettre le point sur la communication et la participation. Parce que là c'est important que la communication, en tout cas, commence déjà ici. Et le défi va être de contribuer au contrôle, de réduire le sentiment d'insécurité de l'emploi et de mettre fin aux rumeurs. Alors, de manière générale, on le dit, on n'arrête pas de le répéter, vous ne communiquez jamais assez tôt. Surtout en période de crise, les employés doivent faire face à un stress, à de l'incertitude, et leur besoin d'être rassurés est d'autant plus présent. Les éventuelles préoccupations d'avant-crise sont parfois même amplifiées. Et donc, afin de limiter l'incertitude, d'éviter que des messages erronés ne prennent le dessus et d'amener les travailleurs à participer le mieux possible à ce qui se passe, notamment via le soutien, il est essentiel de toujours communiquer et certainement de manière transparente et fréquente. Donc, vous allez le voir le long de ces slides, communiquer, 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 et donc informer, communiquer et engager le dialogue avant, pendant et après. Mais de ne pas oublier de communiquer
tôt et fréquemment, même si des choses restent assez floues, il faut quand même de toute façon communiquer, de dire ben voilà où on en est. Et lorsque la réorganisation est à notre porte, eh bien là, il faut aussi le dire. Et pourquoi la réorganisation, elle est là? Quelles sont les pistes qui sont sur la table? Et aussi de donner une perspective, c'est-à-dire à quoi on peut s'attendre, de donner un aperçu en tout cas d'abord à court terme et quelles peuvent être les conséquences de cette réorganisation. De garder, donc de toujours opter pour le dialogue et la participation, de laisser de la place aux questions, soit pour clarifier, soit pour apporter des commentaires ou suggérer, surtout en temps de crise, là c'est important, où l'insécurité de l'emploi, ben, c'est souvent une réalité. Et là aussi va venir la sécurité quantitative, c'est-à-dire la mesure dans laquelle moi je m'inquiète pour conserver mon emploi, mais aussi l'insécurité qualitative de l'emploi, c'est-à-dire les travailleurs qui s'inquiètent par rapport aux caractéristiques de leur emploi actuel, qui va être, quel va être mon contenu, comment je vais devoir travailler de la même façon avec qui. Ce qui est aussi important de retenir, c'est ne rien dire, c'est aussi communiquer. Et que ne rien dire, cela comporte souvent plus d'incertitude parce que ça ouvre la porte à des interprétations. Les travailleurs se posent des questions et on constate de manière générale que plus d'incertitude est présente que lorsqu'il y a une communication qui est transparente, même si tout n'est pas clair. Et donc, communiquer et dire, c'est pas encore, c'est tout, on n'a pas tout, ou c'est pas clair pour nous, c'est aussi un message et à choisir, vaut mieux dire c'est pas encore clair que de ne pas communiquer du tout. Et voilà, et donc ici on arrive pendant la réorganisation et donc là ce qui va être important c'est de vraiment s'engager à informer, de connecter et de fournir une perspective, c'est-à-dire de vraiment prêter attention là plus à l'aspect humain, parce que il y a des licenciements qui peuvent arriver, aussi prêter attention aux personnes qui restent, on va le voir plus tard, à la ligne hiérarchique, avec leur position de sandwich. Et donc, lors d'une réorganisation, là, quel va être le défi? Ça va être de comment je peux apporter des mauvaises nouvelles, de s'occuper de ceux qui restent et de la ligne hiérarchique. Et donc ici, on a repris le schéma que beaucoup connaissent de Kübler-Ross concerne le processus du deuil qui reprend les 7 phases du changement. Et donc, pourquoi? Parce que la réorganisation va souvent de pair avec des mauvaises nouvelles. C'est jamais évident pour tout le monde. Et ce graphique, visuellement, permet d'expliquer en tout cas les différentes phases et que c'est un processus qui est nécessaire. Donc, c'est d'essayer de comprendre quelle est la complexité et l'impact qu'un changement peut avoir sur les personnes parce qu'un changement va automatiquement de pair avec avec une montagne d'émotions. Et donc, je ne vais pas voir avec vous ici le graphique, mais simplement vous montrer les différentes étapes, voyez, qui arrivent ici, et de dire aussi, vous voyez, c'est dans le temps. Donc, ça veut dire qu'il faut communiquer. Et donc, de retenir que chacun doit aller au bout du processus en gardant à l'esprit qu'il y a des personnes qui vont aller plus vite que d'autres. Tout le monde ne va pas être dans la même phase du changement. Par exemple, les cadres, les chefs, eux ont déjà peut-être fait une partie du processus. Et donc, là va être important de donner aux travailleurs du temps et de l'espace. Et donc, parce que vous voyez, en fin de compte, ça se passe quand même bien, puisque les personnes finissent quand même à accepter le changement, mais il faut donner du temps. Donc, ce qui est important, c'est la communication, informer et laisser le temps et l'espace. Alors, comme on l'a vu, pas comme on l'a vu, parfois, les mauvaises nouvelles sont à l'ordre du jour, essentiellement lors de réorganisation.
Et donc, par exemple, on a pris le licenciement. Qu'est-ce qu'un licenciement? C'est un entretien de mauvaises nouvelles où la décision est irréversible et non négociable. Donc, c'est-à-dire que la décision a été prise. Et donc, là, ici, on a relevé 6 points d'attention qu'on a mis en étape. D'abord, toujours commencer par une bonne préparation, de noter les points clés, quitte à avoir un guide, penser au timing, à l'endroit, qui va communiquer le message, de préférence la ligne hiérarchique directe, de faire une brève introduction. Après, ce que nous on appelle, allez, la troisième phase qui est le choc, soyez direct. Il faut être le plus direct possible. Il ne faut pas laisser aux travailleurs le temps de deviner le message. Il faut que nous, on reste factuel. On n'enjolive pas non plus. Et donc, après, là, il faut capter les émotions. Et là, c'est important de pouvoir donner le temps et l'espace. Il faut pouvoir écouter, quitte à aussi à laisser des silences. On peut nommer le sentiment et éviter de réagir sur le contenu de l'émotion. C'est important de se connecter, en tout cas, avec la personne, parce qu'ici, se connecter, ça veut dire que les émotions, ici, elles méritent leur place. Et on reste factuel, je remarque que, mais pas plus loin. Après, expliquer les arguments possibles lorsque le travailleur a récupéré son calme, limiter le nombre d'arguments, et là on dit on peut se préparer à une deuxième réponse émotionnelle, donc c'est le second coup, et donc automatiquement là capter les émotions, offrir une perspective, donc c'est-à-dire comment on va procéder et se diriger un peu vers l'avenir. Et donc, un licenciement, c'est évident pour personne. N'oublions pas ceux qui restent, parce qu'eux aussi vont se faire une image de ce qui se passe, et donc de rester vigilant à ce qu'on appelle le syndrome du survivant, où les sentiments de culpabilité, de crainte, de peur, d'incertitude se font écho, et là, ça a un impact quand même énorme sur le bien-être et le fonctionnement de l'organisation. Et donc là, ce qui va être important, c'est de revenir sur le quoi et le pourquoi de la réorganisation ou du licenciement. Donc ici, de nouveau, la communication, ça reste la clé, comme pendant, après la réorganisation. Et donc ici, c'est important de rassembler l'équipe. Comme on donne, entre guillemets, une nouvelle, donc c'est de rester d'aller directement au but et de prévoir notamment des sessions de ventilation dans lesquelles les travailleurs peuvent s'exprimer. C'est très porteur, et à la fin, donc, repartir avec une perspective et un avenir positif. N'oublions toujours pas, on l'avait dit, la ligne hiérarchique qui est dans sa position de sandwich, un peu le tampon entre les travailleurs et la direction. Donc, c'est important de pouvoir leur donner des moyens, des techniques d'entretien. Eux doivent prendre soin des autres, mais c'est aussi important qu'eux puissent prendre soin d'eux. C'est une facette que l'on oublie de temps en temps, en tout cas lors des réorganisations. Et ici, dans ce slide, c'est les points d'attention en cas de mauvaises nouvelles. On les a répertoriés, c'est ce que j'ai vu, je viens de passer en revue. Et donc maintenant, on arrive à l'après. Donc, on est après la réorganisation, donc elle commence une fois que les décisions ont été prises. Et donc là, ce qui va être important, c'est de continuer à informer et à soutenir les personnes qui restent, de façonner une nouvelle réalité avec la participation de tous, de continuer à suivre, d'ajuster, de voir comment se situe le bien-être, et de là de mettre peut-être l'accent un peu plus sur la motivation. On passe donc de la ventilation à la motivation et de garder, selon l'expression, un doigt sur le pouls. C'est une phase qui, selon moi, est importante parce qu'on remarque qu'on a toujours tendance qu'une fois que la réorganisation est mise en place, on stoppe un peu tout, et là, on risque, en tout cas, de perdre le bénéfice de tout ce qui a été mis en place, et surtout, on l'a vu,
les phases du changement nécessitent du temps. Donc, il ne faut surtout pas arrêter trop tôt. Alors, un axe qui peut permettre de passer de la ventilation à la motivation, c'est de mettre l'accent sur l'ABC de la motivation, et donc qui vient de l'anglais autonomy, belongingness and competence. Et donc, A pour autonomie et contrôle. Donc, c'est d'essayer d'accroître l'autonomie et le sentiment du contrôle, toujours et là en continuant à communiquer, d'offrir de la confiance et d'avoir cette participation ensemble. Le B pour implication et connexion, de mettre l'accent sur le lien et la connexion de l'équipe. Donc, c'est tant bien formel qu'informel. Ça permet d'augmenter le lien d'appartenance et de continuer à créer en tout cas des rendez-vous de travail, mais également informels. Et en résumé, là, je dirais, c'est là le chef doit être présent. C'est important. La présence du chef est importante. Et le C pour renforcer le sentiment de compétence. Et donc, c'est de mettre davantage l'accent sur les forces et les talents. Ça permet d'augmenter la croyance en sa propre capacité et donc automatiquement la confiance en soi. C'est de fournir également les outils pour la croissance, le développement personnel et de là mettre particulièrement l'accent plus sur la résilience et la gestion du stress. Et donc, toujours, comme on l'a dit, et certainement en période de réorganisation, c'est de rester transparent, continuer à communiquer régulièrement, même si tout n'est pas clair, avoir des contacts réguliers avec les personnes individuelles. Vous allez remarquer qu'il y a des personnes qui ont besoin d'un peu plus que d'autres, mais également avec l'équipe. Et donc, continuer à donner des informations, poser la question, comment vous allez, où ça coince selon vous, qu'est-ce qui se passe bien, qui a besoin de soutien. C'est le moment aussi, à ce moment-là, de porter en tout cas une attention particulière aux signes de mal-être, tant au niveau individuel qu'au niveau de l'équipe. Les signaux de mal-être, un des premiers, c'est quand on voit un changement de comportement chez un collaborateur. Ça peut être l'atmosphère qui devient plus négative, des commérages, des conflits, une démotivation, l'absentéisme est également un signe de mal-être. Et donc là, ça va être important en tout cas de pouvoir le repérer, voir ce qui se passe et de se dire, tiens, peut-être que là, ça vaut la peine de faire une analyse risque psychosocial pour voir où ça se situe plus et également de voir ce que l'on peut mettre en place par rapport à ça. Et donc, voilà le résumé ici. Donc, vous avez vu communiquer tôt et de manière fréquente, informer, se connecter, offrir une perspective. Après, pour la fin, c'est de renforcer, de garder le doigt, comme on l'appelle, sur le pouls. De manière générale, qu'est-ce que moi je retiendrai par rapport à ça? C'est la communication. Vous l'avez vu, communication claire et transparente et de répéter. Après, pour moi, de donner une attention particulière à la gestion du stress. C'est important parce que les impacts sont énormes sur le bien-être et aussi parce que quand je stresse, c'est un message qui me dit voilà, que c'est important pour moi. Je ne vais jamais stresser pour quelque chose qui n'est pas important pour moi. Pour moi, c'est important en tout cas d'apprendre à repérer quand je stresse. Qu'est-ce qui me stresse? Quels sont les signes? Pourquoi? Parce que si je donne cette attention particulière par rapport à ça, ça me permet de prendre du recul. Et là, en ayant ce recul, je peux analyser un peu ce qui se passe. Et après, c'est de suivre, continuer, adapter et de ne pas hésiter à rectifier au fur et à mesure avec ce qui arrive comme information. Alors voilà ici d'autres soutiens que Atensia peut vous proposer, notamment les coachings individuels qui maintenant peuvent se faire également en online, tous les webinaires et les formations qui peuvent être adaptés
à l'organisation. Donc, notamment, quelque chose qui fonctionne très, très bien, c'est la gestion du stress. Tous les webinaires ou les formations pour la ligne hiérarchique, avec notamment comment détecter les signaux de stress et comment je peux garder un pouls aller voir un peu pour faire une analyse, c'est de faire une analyse des risques psychosociaux. Et Atensia peut également vous conseiller par rapport à votre politique du bien-être. Je ne sais pas où j'en suis par rapport au timing. Et voilà, donc je laisse la place pour les questions. Je vous remercie déjà pour votre attention et pour avoir suivi le webinaire. Je ne sais pas où j'en suis. Ah ben voilà, tout juste, tout juste. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport ici à cette deuxième partie ou par rapport éventuellement à la première partie? Je pense qu'on peut voir. Pas du tout. Et sinon, vous pouvez nous les envoyer donc via l'adresse ici, wellbeing via atensia.be et les personnes qui se sont inscrites au webinaire recevront automatiquement le lien pour revoir, s'ils le souhaitent, le webinaire. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai des questions déjà maintenant. C'est la première fois que je l'utilise, donc je ne sais pas lire. Je n'ai pas l'impression, en tout cas, de voir des questions de manière directe. Ou sinon, vous pouvez également, si vous le souhaitez, je pense que vous avez la possibilité d'allumer votre micro et de donner de poser en tout cas une question de manière orale. Voilà, mais donc sinon, alors je pense qu'on peut clôturer le webinaire. Nathalie, je ne sais pas si tu souhaites rajouter quelque chose par rapport à ton intervention. Je voulais simplement rajouter qu'on a à disposition un white paper, donc un document qui reprend en détail tout ce qu'on a discuté aujourd'hui. Il est disponible sur notre site web, donc n'hésitez pas à nous le demander et on vous l'enverra si cela vous intéresse. Ok, parfait. Ok, merci beaucoup. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi notre webinaire et bon après-midi. Merci Nathalie. Merci Cosima, bon après-midi.